Attentat déjoué contre une banque américaine à Paris, le ministre de l'Intérieur évoque une suspicion importante de lien avec l'Iran, France Info. Attentat déjoué contre une banque américaine à Paris, le ministre de l'Intérieur évoque une suspicion importante de lien avec l'Iran. Un homme a été interpellé, dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il tentait de mettre le feu à un engin explosif devant la Bank of America, dans le 8e arrondissement de Paris. Publié le 28-03-2026 14h24 mis à jour le 28-03-2026 20h28 ans de lecture, 4 minutes la façade de la Bank of America, à Paris. Capture d'écran à Paris, un homme a été interpellé, dans la nuit de vendredi à samedi 28 mars, alors qu'il tentait de mettre le feu à un engin explosif devant une banque américaine, la Bank of America, dans le 8e arrondissement, a appris France Info auprès d'une source policière. Le parquet national antiterroriste PNAT se saisit de l'enquête, a appris l'agence Radio France. Samedi soir sur BFM TV, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait le lien avec la guerre au Moyen-Orient. Le suspect a été placé en garde à vue. Une deuxième personne a pris la fuite au moment de l'interpellation. Le suspect a été interpellé vers 3h30 muni d'un briquet et tentant de mettre le feu à un bidon de 5 litres rempli d'un liquide indéterminé et un pétard, qu'il venait de déposer devant les locaux de la Bank of America, situés rue de la Boétie. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a été saisi pour des analyses. Toujours d'après une source policière à France Info, la personne interpellée a confié aux policiers avoir été déposée sur place et avoir été recrutée via l'application Snapchat, en échange de 600 €. Le suspect placé en garde à vue est un mineur de 17 ans né au Sénégal, a appris France Info auprès d'une source proche du dossier. L'adolescent habite Montreuil-Seine-Saint-Denis et il est connu des services de police, selon une source proche du dossier à France Télévisions. Les policiers français avaient été alertés il y a quelques jours, par un partenaire étranger, d'une possible action contre la Bank of America à Paris, a appris samedi une source proche du dossier à France Télévisions. La menace avait été détectée sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs vont comparer la nature de l'explosif à celui utilisé dans des actions similaires de dégradation contre des biens, commises dans plusieurs pays européens ces dernières semaines, et parfois imputées à l'Iran par les autorités locales, précise cette même source à France Télévisions. Sur BFM TV samedi soir, le ministre de l'Intérieur confirme une suspicion importante de lien avec l'Iran. Laurent Nunez évoque une action concertée et fait le lien avec le conflit au Moyen-Orient. Cela fait penser à d'autres types d'actions vraiment similaires qui se sont déroulées dans d'autres pays au Royaume-Uni, en Norvège, en Belgique, aux Pays-Bas. Déroule-t-il? Ce n'est pas la France qui est visée, rappelle Laurent Nunez. Dans les 4 autres pays européens concernés par des attaques similaires, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, c'est toujours le même mode opératoire, un engin explosif improvisé déposé par des mineurs ou des jeunes hommes qui appartiennent plutôt à la délinquance de droit commun, qui sont rétribués pour ces actions. Pour ces pays, il y a eu une revendication d'un groupuscule, explique encore le ministre de l'Intérieur. L'enquête de flagrance est ouverte pour tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste, fabrication d'engins incendiaires ou explosifs en relation avec une entreprise terroriste, détention et transport des engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de dégradations dangereuses, en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes, précise le PNAT dans un communiqué. Les investigations ont été confiées à la direction de la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure DGSI. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, les Houthis entrent dans le conflit, des journalistes tués au Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 28 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, les Houthis entrent dans le conflit, des journalistes tués au Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 28 mars, après avoir menacé plusieurs fois d'intervenir depuis le Yémen, les rebelles houthis sont passés à l'acte en visant des sites militaires sensibles israéliens. Publié le 28-03-2026 18h50 et mis à jour le 28-03-2026 19h temps de lecture. 6 minutes. Un journaliste présente une veste pare-balles calcinée devant le véhicule incendié où se trouvaient 3 journalistes tués à Djezine, Liban, le 28 mars 2026. Mohamed Zattari a si pas entré dans son 2e mois, la guerre au Moyen-Orient compte désormais un nouveau belligérant. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont attaqué Israël avec un tir de missile, samedi 28 mars, s'engageant dans le conflit qui embrase la région depuis le 28 février et ébranle l'économie mondiale. De son côté, l'Iran a poursuivi ses frappes à travers le Golfe, tout comme l'État hébreu, dont des bombardements ont fait plusieurs victimes en Iran et au Liban. Voici les faits marquants de la journée.
Les Houthis frappent Israël pour la première fois depuis le début du conflit. Les Houthis ont annoncé avoir mené leur première opération contre Israël en visant des sites militaires sensibles sur le territoire de l'État hébreu lors d'une attaque au missile balistique. Plus tôt, l'armée israélienne avait déclaré avoir activé sa défense antiaérienne après avoir identifié le tir d'un missile depuis le Yémen. Vendredi, les Houthis, alliés à Téhéran au sein de ce que l'Iran a baptisé l'axe de la résistance contre Israël, s'était dit prêt à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les États-Unis et Israël contre l'Iran, de conduite d'opérations hostiles à l'Iran ou tout pays musulman depuis la mer Rouge, et en cas de poursuite de l'escalade contre la République islamique. 3 journalistes libanais tués dans un bombardement israélien. 3 journalistes libanais ont été tués par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban, dont Ali Choub, l'un des plus anciens correspondants de guerre de la chaîne Al-Manar, affilié au Hezbollah. L'armée israélienne a revendiqué avoir tué Ali Choub, qu'elle qualifie de membre de la force Al-Radwan, unité d'élite du mouvement pro-iranien. Il opérait sous la couverture d'un journaliste et avait systématiquement exposé les positions des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban, selon l'État hébreu. Le président libanais, Joseph Aoun, a qualifié cette frappe de crime flagrant et dénoncé une violation du droit international par Israël, rappelant que les journalistes bénéficient d'une protection internationale en temps de guerre. Au moins 12 morts en Iran dans des frappes américano-israéliennes selon les médias iraniens. Des frappes américano-israéliennes ont touché pendant la nuit plusieurs zones habitées à travers l'Iran, faisant au moins 12 morts. 7 personnes ont été tuées et 36 blessées à Borodjer, dans la province occidentale du Lorestan, d'après un responsable provincial cité par l'agence de presse Phare. Des attaques similaires sur la ville de Zanjan, dans le nord-ouest du pays, ont fait au moins 5 victimes et 7 blessés, selon un vice-gouverneur de la ville cité par l'agence ISNA. De son côté, l'armée israélienne a revendiqué avoir frappé à Téhéran le siège du complexe industriel produisant des armes pour la marine, ainsi que d'autres sites fabriquant notamment des systèmes de défense aérienne. Par ailleurs, l'Iran a déploré une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bushehr, dans le sud du pays, vendredi soir, la 3e en 10 jours. Aucun dommage sur le réacteur actif et aucune émission de radiation n'ont été signalées, a rapporté l'Agence internationale de l'énergie atomique. La production d'une grande aciérie a aussi été interrompue à la suite de frappes subies la veille dans le sud-ouest de l'Iran. L'Iran vise un dépôt de systèmes antidrones ukrainiens aux Émirats. L'Iran a poursuivi ses frappes en Israël, où des explosions ont à nouveau été entendues à Jérusalem, et à travers le Golfe. Le port omanais de Salalah, situé à l'extérieur du détroit d'Ormuz sur la mer d'Arabie, a été évacué après une attaque de drones. L'aéroport international de Koweït a lui aussi été frappé par des drones, tout comme un site à Abu Dhabi de la compagnie Emirates Global Aluminium, qui a fait état d'importants dégâts. L'armée iranienne a aussi déclaré avoir pris pour cible et détruit un dépôt de systèmes antidrones ukrainiens situé à Dubaï et destiné à aider l'armée américaine. Une information démentie par Kiev. C'est un mensonge, a réagi le ministère des Affaires étrangères ukrainien, affirmant que le régime iranien mène souvent ce type d'opération de désinformation, et, en cela, il n'est pas différent des Russes. En visite surprise aux Émirats arabes unis, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les deux pays avaient convenu de coopérer en matière de défense. Il a fait état d'accords sur 10 ans signés avec l'Arabie saoudite, le Qatar et bientôt les Émirats, prévoyant notamment la construction d'usines en Ukraine et dans les pays du Golfe. Les États-Unis et l'Irak renforcent leur coopération sécuritaire. Washington et Bagdad ont annoncé renforcer leur coopération pour empêcher les attaques qui visent notamment le personnel militaire américain et les missions diplomatiques en Irak, cible de groupes armés pro-Iran. Depuis un mois, des factions armées irakiennes ont mené des attaques de drones ou de roquettes contre l'ambassade américaine à Bagdad, mais aussi contre les conseillers militaires américains de la coalition internationale anti-djihadiste déployée en Irak. Ces groupes ont eux-mêmes été régulièrement pris pour cible par des frappes imputées à Washington ou à Israël. Sujet suivant. Instauré après le premier choc pétrolier, le changement d'heure est-il encore utile aujourd'hui? France Info. Instauré après le premier choc pétrolier, le changement d'heure est-il encore utile aujourd'hui? En raison des habitudes de consommation et des évolutions technologiques, le passage à l'heure d'été ne fait plus économiser autant d'énergie que dans les années 1970.
publié le 28/03/2026 19h. Temps de lecture, 5 minutes comme chaque année depuis 1976, dans la nuit du 28 au 29 mars 2026, à 2h du matin, les horloges seront avancées d'une heure. Kevin devine le courrier Picard Max PPP dans la nuit du 28 au 29 mars, à 2h du matin, les horloges seront avancées d'une heure pour afficher 3 heures. Ce passage à l'heure d'été, répété chaque année en France depuis 50 ans, marque le début de soirées plus longues. S'il reste un rendez-vous bien connu du calendrier, il suscite des critiques croissantes et certains remettent en cause son utilité ainsi que ses effets sur le quotidien. Instauré en 1976 après le premier choc pétrolier, le changement d'heure visait à réduire l'usage de l'éclairage artificiel et la consommation d'énergie en alignant les activités humaines sur la lumière naturelle. Adopté progressivement par les pays européens dans les années 1980, il a été harmonisé en 2002 par l'Union européenne, qui a fixé un passage à l'heure d'été fin mars et un retour à l'heure d'hiver fin octobre. À l'heure où le monde est sous la menace d'un nouveau choc pétrolier en raison de la guerre au Moyen-Orient, ce changement d'heure est-il toujours pertinent? Selon une étude de l'Agence de la transition écologique ADEME publiée en 2010, le changement d'heure présentait encore des effets positifs sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2, rappelle le portail officiel Vie publique. En 2009, il avait ainsi permis d'économiser environ 440 GWh, soit l'équivalent de la consommation en éclairage d'environ 800 000 ménages. Les bénéfices économiques du changement d'heure sont toutefois relativisés aujourd'hui. Interrogée par France Info, Karima Delli, ancienne eurodéputée Europe Écologie Les Verts, qui a présenté en 2018 au Parlement européen une résolution visant à mettre fin au changement d'heure, souligne que quand le dispositif du changement d'heure a été décidé, l'éclairage représentait une part importante de la consommation électrique, mais ça n'est plus autant le cas avec l'évolution des usages. Selon les dernières évaluations de l'ADEME, en 2018, les retombées bénéfiques du changement d'heure sont en baisse, il ne permettrait plus d'économiser que 351 GWh soit 20 de moins qu'en 2009, représentant seulement 0,07 de la consommation totale d'électricité. Car avec le temps, les usages et les technologies ont évolué. Selon l'ADEME, cité dans une réponse écrite du ministère de la Transition énergétique à la question d'un sénateur en 2023, ces bénéfices pourraient encore diminuer, à horizon 2030 en raison de la dynamique de déploiement des sources de production d'énergie décarbonée et de la pénétration de technologies plus performantes LED, systèmes de climatisation et de chauffage. Malgré ces avantages initiaux, l'utilité du changement d'heure est aujourd'hui remise en question. Ses effets sur la santé sont régulièrement pointés du doigt. Changer d'heure 2 fois par an, c'est bouleverser notre horloge interne, explique l'élu écologiste. Cela entraîne des troubles du sommeil, de la fatigue, avec un impact particulièrement fort sur les personnes les plus vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées. Autre conséquence mise en avant, la sécurité routière. Le changement d'heure entraîne une fatigue accrue et une baisse de vigilance, poursuit-elle. C'est assez peu connu, mais l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière ONIS observe des pics pouvant aller jusqu'à 40 d'accidents supplémentaires dans les jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Il est donc urgent d'agir, estime la militante. Depuis plusieurs années, l'idée de supprimer le changement d'heure fait son chemin. Le Parlement européen s'était déjà prononcé en ce sens en 2018, et une consultation citoyenne avait recueilli 4,6 millions de réponses, un niveau de participation inédit. Pas moins de 84 des participants s'étaient prononcés pour la fin du changement d'heure. Mais le projet s'est enlisé. En cause, les désaccords entre États membres sur l'heure à conserver. Certains pays, comme la France, l'Espagne ou le Portugal, penchent pour l'heure d'été, tandis que d'autres, notamment dans le nord de l'Europe, privilégient l'heure d'hiver. Le blocage vient de là, il faut que les États se mettent d'accord, insiste Karima Delli. Puis la crise du Covid-19 a complètement interrompu les discussions, reléguant le sujet au second plan. Un regain d'intérêt est toutefois apparu récemment. En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure, relançant le débat au niveau européen. Cela remet le sujet sur la table, mais il faudra une coordination entre les États, ce ne sera pas pour tout de suite, prévient l'ancienne eurodéputée. En attendant, le changement d'heure reste donc d'actualité. Et ce dimanche, comme chaque printemps, il faudra encore avancer sa montre. Sujet suivant. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron sacrés champions du monde de danse sur glace un mois et demi après leur médaille d'or olympique, France Info.
Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron sacrés champions du monde de danse sur glace un mois et demi après leur médaille d'or olympique. Le tandem français a largement devancé la concurrence, samedi en République tchèque, reléguant ses dauphins canadiens à plus de 19 points. Publié le 28-03-2026 21h58 mis à jour le 28-03-2026 21h59 temps de lecture. 3 minutes. Le tandem français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, après la danse libre, exulte au moment de recevoir la médaille d'or aux mondiaux de patinage artistique, le 28 mars 2026, à Prague, République tchèque. Michal Cizek AFP un nouveau chef-d'œuvre, pour entrer un peu plus dans l'histoire. Un mois et demi après leur sacre olympique à Milan, ils ont confirmé qu'ils étaient bel et bien les nouveaux patrons de la danse sur glace. Samedi 28 mars, à Prague, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont décroché le titre mondial avec une autorité impressionnante. Une performance majuscule pour un duo encore jeune, formé il y a moins d'1 an et demi, mais déjà entré dans une autre dimension. Entre maîtrise technique, grâce et intensité émotionnelle, les Français ont survolé la concurrence. Une démonstration hors du commun, presque insolente. Ils n'en finissent plus de nous épater. Après l'or européen et olympique, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont empoché ce samedi le titre mondial au terme d'une prestation envoûtante. Toujours aussi connectés, les deux patineurs clôturent cette année 2026 au sommet avec le meilleur score de leur saison. 5 minutes. Ils n'ont laissé aucune place au doute. Déjà largement en tête après la danse rythmique, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont assommé la concurrence avec une danse libre d'une pureté rare. Sur la bande originale envoûtante de The Whale, doublement oscarisée en 2023, leur prestation s'est transformée en un véritable moment de grâce, une partition ciselée, et habité de bout en bout, le public, ébahi pendant les 4 minutes de programme, étant incapable d'applaudir ou de réagir tellement le temps semblait s'être arrêté. Le verdict est sans appel, 230,81 points au total, nouveau record personnel, après avoir déjà fait tomber leur meilleure marque sur chaque segment 92,74 en rythmique, 138,07 en libre. Derrière, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier sont relégués loin, très loin 211,52. Un gouffre, à l'image de la domination française du moment. À peine plus d'un mois après leur titre olympique à Milan-Cortina, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron faisaient leur grand retour lors des championnats du monde de Prague. Comme à leur habitude, les Français ont brillé et ont pris la tête du classement provisoire et ont obtenu leur meilleure note de la saison après une prestation à couper le souffle. 5 minutes en l'espace de quelques semaines, le tandem tricolore a réussi ce que peu de couples, dans l'histoire, peuvent revendiquer. Un doublé Jeux olympiques championnat du monde Cizeron-Papadakis en 2022 déjà, Ponomarenko-Klimova en 1992 avant. Une confirmation éclatante de leur ascension fulgurante, eux qui patinent ensemble depuis 14 mois seulement. Pour Guillaume Cizeron, il s'agit déjà d'un 6e sacre mondial record, après ses 5 titres conquis avec Gabriela Papadakis, avec qui il avait aussi glané l'or olympique à Pékin en 2022 et qui a raconté, entre autres, dans un livre paru mi-janvier l'emprise qu'elle avait subie de la part de son ancien partenaire. Pour Laurence Fournier-Baudry, c'est une première couronne mondiale, au sommet d'un projet aussi audacieux que réussi. Ils l'ont fait. Après avoir été sacrés champions olympiques en Italie, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont réalisé un nouvel exploit à Prague. Les Bleus ont été sacrés. Devant les Canadiens Piper Gillis et Paul Poirier et les Américains Emily Azinga et Vadim Kolesnik. 5 minutes mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui impressionne. Une capacité à raconter une histoire, à capter l'attention, à sublimer chaque note, chaque geste. Reste désormais une question en suspens. Comme il l'avait confié en conférence de presse avant ces mondiaux, dans un contexte encore teinté de blues post-olympique, leur avenir commun n'est pas encore totalement scellé. Après avoir conquis l'or à Milan, puis dominé le monde en Tchéquie, la suite de leur aventure reste à écrire. Et peut-être, déjà, à réinventer. Sujet suivant. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, annonce une plainte après la diffusion d'une séquence jugée raciste sur CNews, France Info. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, annonce une plainte après la diffusion d'une séquence jugée raciste sur CNews. Je prendrai très prochainement l'initiative d'un grand rassemblement contre le racisme et le fascisme, a déclaré l'élu insoumis, samedi, tandis que CNews a nié toute séquence raciste.
publié le 28/03/2026 21h35 temps de lecture, 3 minutes. Bali Bagayoko préside le conseil municipal de Saint-Denis, le 21 mars 2023. Ludovic Marin AFP. Il y aura dépôt de plainte. Le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a annoncé, samedi 28 mars, qu'il allait saisir la justice après une séquence polémique sur CNews le concernant, dénoncé comme raciste par plusieurs responsables de gauche. Interrogé sur la stratégie municipale de Bali Bagayoko, le psychologue Jean Dorido avait dressé, vendredi, un parallèle entre le pouvoir des maires et l'autorité des chefs de tribus descendants des grands singes, des propos qui ont suscité des saisines de l'ARCOM par des élus LFI, PCF et les écologistes. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes, avait déclaré Jean Dorido sur CNews. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. La chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dénoncé un racisme crasse et décomplexé. Énième confirmation que cette chaîne est un cloaque raciste, a abondé le sénateur communiste Yann Brossa sur X, en annonçant également un nouveau signalement à l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique. Signalement à l'ARCOM immédiat. Soutient monsieur le maire face à ce racisme crasse, a aussi écrit sur X la députée écologiste Léa Balaj El-Mariki. Bien sûr que ça s'incarne à travers moi, mais ce sont plein d'autres Bali Bagayoko qui sont malheureusement régulièrement victimes de propos racistes, a réagi le maire de Saint-Denis, faisant référence aux différents élus issus de l'immigration en Île-de-France. Je prendrai très prochainement l'initiative d'un grand rassemblement, contre le racisme et contre le fascisme, a ajouté Bali Bagayoko, élu dès le premier tour le 15 mars à Saint-Denis Seine-Saint-Denis, deuxième ville d'Île-de-France après Paris. Samedi, la direction de CNews a estimé que les propos de Jean Dorido avaient été délibérément déformés sur les réseaux sociaux, alimentant une polémique infondée. Dès vendredi soir, face à de premières réactions sur les réseaux sociaux, la parole avait été redonnée à ce psychologue pour clarifier ses propos. Il avait alors récusé toute intention raciste. Nous avons tous 2 bras, 2 jambes, 23 paires de chromosomes par cellule. Et c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu universaliser mon propos. Peut-être que ça n'était pas suffisamment clair, avait-il déclaré. J'ai la conviction que nous sommes tous semblables et nous partageons tous un lien de parenté universel, avait-il ajouté, dans cette mise au point relayée sur X.